Salut les rapins, j'espère que vous allez bien. Ensuite, je tenais à partager avec vous ma petite joie du moment. J'ai récupéré le canapé de ma grand-mère que j'adorais, le canapé. Et c'est tellement de bons souvenirs. Je me souviens jouer avec les franges pour faire des petits rideaux de théâtre. Et... Bamboche. Bref, je m'égare. Cet été, j'ai dormi dans une abbaye et c'est le sujet de cette vidéo. Comment ça, c'est pas des vacances? Ah bah si, j'y ai passé de saintes soirées. Bon ok, franchement ça s'est décidé à quelques jours près. Pour entrer dans le sujet, je tenais d'abord à répondre à la question qu'on m'a le plus posée, à savoir pourquoi diable aller dans une abbaye, en monastère c'est synonyme, au XXIe siècle. Alors on a tous nos galères. Il y en a qui le cachent plus ou moins bien que d'autres. Je suis dans une grande période de transition de ma vie, et le bruit dans ma tête et le silence par ailleurs sont devenus absolument assourdissants. Ça fait des années que j'encaisse épreuve sur épreuve, pas de mon âge, je précise, et il n'y a pas besoin d'être croyant pour savoir que quand tout lâche, en général, on cherche à redonner du sens au quotidien afin de remonter la pente. Oh, j'ai plombé l'ambiance. Je suis désolée, je fais tout le temps ça. Bon, rassurez-vous, j'ai créé un chapitrage dans cette vidéo afin que vous puissiez, si vous le souhaitez, passer d'un sujet à l'autre. Il y aura à boire et à manger, hein, c'est mon côté multiplicateur des pains. Pour être honnête, j'ai enregistré l'intro à ce vlog en octobre ou novembre dernier, et puis j'ai tout supprimé. Déjà parce que c'était trop long, et ensuite parce que même si je suis encore en accord avec les mots que j'ai employés à l'époque, en fait ça prenait une posture militante, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais ça me correspondait pas, tout simplement parce qu'en fait ce vlog était absolument pas prémédité. Littéralement, j'ai décidé que j'en avais ras le... Et j'ai fait mon sac et je me suis cassée sur un coup de tête. Tout ça en l'espace de à peine quelques semaines. Puisque le décor de ce vlog est un lieu religieux, je tenais à le préciser de bonne foi, même s'il y aura évidemment plusieurs grilles de lecture, hein, et encore heureux. À vrai dire, je n'étais pas certaine du tout de partager mon expérience en vidéo. D'aucuns diront qu'aller dans une abbaye c'est une démarche personnelle, que ça ne se partage pas. J'ai attendu de le vivre donc pour en décider. Et j'ai d'ailleurs fait très peu de prises de vue lors de mon périple, parce que, encore une fois, c'était pas prévu, donc il n'y avait pas de construction, ce qui a rendu le montage très complexe et qui explique que la vidéo ne sorte que maintenant. En effet, c'était pas facile de trouver l'équilibre, voilà, avec l'intimité vécue, en même temps savoir ce qui peut intéresser le public, ce qui est personnel mais pas trop. Voilà, c'est pas évident parce qu'en effet, il y a forcément, surtout au début, ce manque de recul. Donc ça explique que j'ai rien sorti là pendant pas mal de mois, ça et tout le reste. Et voilà. Mais je pense que ce recul était nécessaire justement pour un petit peu mettre de la distance aussi avec ce sujet, pour qu'il soit peut-être plus digeste. Mais au sortir de cette expérience, en tout cas, je me suis rendu compte que le fait de la partager n'était pas du tout incompatible avec l'intimité vécue, même si après c'était une question de forme, puisque en réalité, comme dans la vraie vie, on peut toujours choisir en fait les moments qu'on va montrer et puis garder le reste, le chérir pour soi dans un coin de sa mémoire. Ce qui rejoint un sujet qui m'est très cher, hein, un concept de l'historiographie, si ce n'est le concept de l'historiographie. Finalement, l'intro que j'ai supprimée m'a donné l'impression que j'essayais de mettre de l'ordre, de construire, de combler des manques dans quelque chose qui n'était pas construit. Et ça fait penser vraiment à l'étude de l'histoire, puisque quand on se penche un minimum sur le sujet, on se rend assez vite compte que finalement, tous les faits historiques sont des petits moments sur une immense chronologie qui nous parviennent avec beaucoup d'inconnus, des paramètres qu'on ne connaîtra absolument jamais, hein, l'histoire est biaisée, ma gueule. Et c'est ce que je trouve intéressant finalement, c'est de voir comment chacun on est tenté de combler ce vide pour s'approprier cette histoire, ce qui peut passer aussi par du rejet. Oui. J'ai donc préféré refaire cette intro pour vous laisser la place de trouver votre place dans ce récit, qu'il soit instructif, divertissant, clivant, inspirant peut-être, qui sait, avec un peu de chance. Que sais-je. Je reviendrai un peu dessus en conclusion, donc avec quelques éléments de réflexion personnelle, mais pas pour l'instant, pour vous laisser aussi, voilà, justement, comme je disais, prendre le texte comme il vient. Je ne m'attarde donc pas plus sur les enjeux qui ont pu me pousser à m'isoler dans une abbaye.
Je crois que je l'ai dit déjà bien des façons, que finalement il y a tout ce que je dis mais surtout tout ce que je ne dis pas. Que c'est avant tout une démarche personnelle qui doit se régler avec soi et soi-même. L'art c'est avant tout l'art de ne pas tout dire et j'en ai déjà trop dit. Je ne vous martèle donc pas plus de harangues péremptoires et vous laisse recevoir le récit qui va suivre. Et je n'ai pas oublié qu'on est sur une chaîne parlant avant tout d'histoire de l'art. Donc ce voyage est surtout et encore l'occasion de vous conter l'air de rien, un brin d'histoire. Bref, totalement au bout sur tous les plans en juin dernier, je rêvais d'aller prendre l'air, me faire une grande randonnée, le vide mental, le dépassement de soi, affronter mes démons, tout ça. Mais j'avais clairement pas beaucoup de moyens pour m'offrir des vacances. Ça fait à peu près 8 ans d'ailleurs qu'étant auto-entrepreneuse, j'ai un fil à la patte qui me bloque pour prendre des congés, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pas les congés, fil à la patte dont je suis consciente qu'il est aussi réel qu'imaginaire, donc il me fallait un plan suffisamment radical pour m'autoriser cette coupure avec le quotidien. Ça fait des années que je rêve de suivre la route de mes ancêtres sur les côtes de Bretagne, mais je ne me sentais pas super confiante de partir toute seule dans mon état mental et physique avec mon sac à dos au gré des routes et des campings. D'autant qu'en France, c'est compliqué de poser sa tente un peu n'importe où, comme on peut le faire en Écosse ou dans l'Arizona. Donc j'en parle à ma mère. Cette dernière me dit comme une évidence « Mais tu devrais aller dans une abbaye !» Et comme ma mère est catholique, je me suis immédiatement dit qu'elle était en train d'essayer de m'embrouiller. Sauf qu'en réalité, c'était le déclic que j'attendais. Doudou, non. En effet, ce blog est un petit peu particulier car ce sera la dernière vidéo de la chaîne. J'ai décidé de rentrer en noviciat à partir de la rentrée prochaine. Personne ne me croit. Non, en réalité, là où elle a marqué pas mal de points, c'est qu'elle m'a démontré qu'au lieu de suivre une trajectoire linéaire au gré des campings sur les côtes, je pourrais plutôt faire une rando en ayant un point de chute sur lequel revenir. Comme ça, je serais indépendante, mais avec des gens qui remarqueraient si jamais je manque à l'appel du souper. J'ai bien dû me rendre à l'évidence que ça cochait toutes les cases, et là où j'ai eu surtout une épiphanie, c'est du point de vue historique. Car autant j'aime bien l'esprit camping, mais j'aime encore plus l'immersion dans l'histoire. J'ai donc fait un appel à recommandations sur Instagram et j'ai été surprise de voir à quel point vous avez été nombreuses et nombreux à me répondre, soit pour me conseiller, soit étonnés que ce soit possible et curieux d'en savoir plus. Ce qui, tout compte fait, n'est pas si surprenant. On a beau être dans un pays laïque, qui n'aime pas pousser les portes d'une cathédrale pour admirer les frondaisons de sa nef et de son transept. Les abbayes sont rattachées à la tradition médiévale, je connais peu de personnes qui ne soient pas attendries par l'enluminure, les cloîtres, les moines gras et la promesse de la bonne bière et de meules de fromage dodu conclue dans l'apothéose d'un godet de chartreuse. Bref, normalement là, vous devriez commencer à voir l'intérêt. Je vais à présent partager les informations qui m'ont permis de sélectionner une abbaye en espérant que cela puisse servir à qui veut de guide pratique. Car oui, j'en fais le pari, à la fin de cette vidéo, séjourner dans une abbaye ne vous semblera plus idée si saugrenue. Évidemment, mon but n'est pas de vous convertir, Dieu m'en garde, mais j'ai été heureuse de voir qu'à chaque fois que j'ai raconté mon aventure à des proches ou même des collègues, elle n'a pas laissé indifférent, et d'aucuns, tout à fait athées, m'ont dit que s'ils entraient dans les ordres, ce serait de ma faute. Avec plaisir. Vous croyez vraiment que l'appel de la bonne chère n'était pas déjà une stratégie de recrutement au Moyen-Âge? On y reviendra. Alors, comment choisir cette abbaye? Eh bien, le b.a.-ba, c'est déjà de cibler une abbaye qui accueille des personnes extérieures, car vous avez été plusieurs à le découvrir suite à ma story, il existe en effet des abbayes qui s'ouvrent à l'hôtellerie. Ça fait à la fois partie de leur offre spirituelle pour les croyants qui font des retraites de prière, mais l'hôtellerie s'inscrit aussi dans la continuité d'une tradition séculaire d'accueil du pèlerin, offrant gîtes et couverts à l'étranger et aux pauvres, en l'échange ou non d'une rétribution qui permet encore aujourd'hui de faire vivre les abbayes et de payer le gîte et le couvert des hôtes qui n'en ont pas les moyens. Cependant, toutes les abbayes n'ont plus forcément une communauté de frères ou de sœurs, puisqu'évidemment en France, les communautés religieuses n'ont plus le même rayonnement qu'elles ont pu avoir par le passé. Il y a donc des abbayes qui sont devenues des musées et qui n'ont pas d'hôtellerie, ou alors ces abbayes ont été converties en hôtels 5 étoiles, ce qui n'a rien à voir. Après, chacun ses vacances.
Ensuite, il y a aussi les communautés religieuses qui ne font pas d'hôtellerie, les communautés qui ont fait le vœu de silence, par exemple. Il y a aussi les communautés qui font de l'hôtellerie mais en dehors de la vie de la communauté, donc les moines ou les moniales sont complètement séparés des hôtes, et dans ce cas-là, ce sont des laïcs qui organisent l'hôtellerie. Donc il n'y a pas de contact avec les habitants de l'abbaye. Pour moi, c'était évident que je voulais vivre cette expérience au sein d'une communauté, parce qu'il me semblait que ça me rapprocherait fondamentalement de l'histoire des lieux. Ah, et pour celles et ceux qui m'ont posé la question, oui, on peut tout à fait être non-croyant et faire cette démarche. Chaque abbaye choisit si elle souhaite que ses hôtes participent à la vie spirituelle, donc il y a des abbayes où on n'attendra absolument pas de vous que vous participiez à la vie religieuse. C'est le cas par exemple de l'abbaye de Ruys en Bretagne, qui a une hôtellerie laïque pour les personnes en quête de repos, mais dans ce cas-là, vous êtes vraiment séparés de la communauté. L'illustratrice Digli a d'ailleurs fait un très beau journal de bord de son séjour à l'abbaye de Ruys, dans le cas où ça vous intéresse. Sinon, dans les abbayes où l'hôtellerie est organisée par la communauté, on vous propose de participer à au moins un office quotidien, sachant qu'il y a 7 prières par jour, variant de 30 minutes à 1 heure. Pas obligé d'y aller, même si c'est fortement conseillé, ce qui ne me paraît pas trop demandé non plus. À titre personnel, j'aurais un peu l'impression sinon de vouloir le beurre et l'argent du beurre. Si je suis hébergée par une famille, peu importe leur confession ou leur croyance, quelle qu'elle soit, je vais faire acte de présence dans leur quotidien, avec même une certaine dose de curiosité, et au final, si je suis virulemment réfractaire, je me demanderai quelles sont mes convictions tant inébranlables que j'ai peur de venir les chambouler. Et évidemment, c'est ma vision personnelle, je le pense peu importe le contexte, tant que les droits fondamentaux sont respectés, cela va sans dire. Enfin, il y a des abbayes qui sont très claires, l'hôtellerie se fait dans le cadre d'une retraite spirituelle, donc là vous suivez vraiment un programme religieux avec des rendez-vous, des prières organisées, des groupes de parole, et ce n'était pas ce que je recherchais. Vous trouverez généralement les conditions d'accueil sur le site internet de l'abbaye, les tarifs et les durées possibles de séjour, entre 2 et 6 jours généralement, et pour les frais, vous pouvez faire le don que vous voulez. Et si vous ne pouvez pas vous le permettre, le surplus des uns sert à couvrir les frais de séjour d'un autre. Et enfin, dans mes critères, et tant pis si c'est superficiel, je voulais une abbaye qui soit chargée d'histoire, a fortiori en histoire médiévale, car il y a des abbayes qui ont été construites ou reconstruites plus tardivement. D'ailleurs, souvent l'hôtellerie se situe dans les bâtiments les plus modernes allant du XVIIe au XXIe siècle. Et mon dernier critère, enfin, c'était d'être en communion avec la nature, avec des chemins de randonnée accessibles à la journée depuis l'abbaye. Donc en résumé, je cherchais une abbaye médiévale, en plein milieu de la nature ou randonnée, et où être accueilli directement par la communauté. Je rêvais d'une abbaye où j'aurais pu avoir accès à une bibliothèque historique pour faire de la copie d'enluminure, mais là je crois que c'était encore trop dans la rentabilité et que les cieux ont dit non, tu peux prendre la gouache quand même. Après quelques recherches, le choix s'est réduit à une petite dizaine d'abbayes en France et en Belgique, donc c'est pas tant que ça au final, et mon dévolu s'est rapidement porté sur l'abbaye de Sénanque dans le Vaucluse. Ce qui est assez marrant, c'est que dans la story Instagram que j'avais faite, j'avais mis une image d'illustration et c'était déjà l'abbaye de Sénanque, donc en fait, voilà. J'ai vu qu'en fait Elise Moon était un habitué de cette abbaye, donc je me suis dit qu'elle ne devait pas être très prosélyte. Tirée par les veuches, celle-là. Fermeture de la bibliothèque, évidemment. On va en faire un musée de la cochonaille. Il retracera toute l'histoire du saucisson, de Jeanne d'Arc au siècle des Lumières. Cette abbaye se situe au beau milieu d'un champ de lavande, et il fait beau, il fait chaud. Je me suis dit que ce serait à mon avantage dans le cas où je me perdrais dans un sentier et que je devrais dormir à la Belle Étoile, car je suis certes bretonne mais aussi provençale peu cher. Et surtout, j'ai réalisé que l'abbaye de Sénanque est à 2 pas des sentiers d'ocre de Roussillon. Ces célèbres carrières de pigments que je n'avais toujours pas visitées. Parfait. Et comme je suis insupportable, j'ai prévu une visite filmée des carrières d'ocre qui fera l'objet d'une partie 2 à ce vlog. Rappelez-vous qu'en 8 ans, j'ai pris très peu de congés. Faut y aller progressivement sur le sevrage du travail pour éviter la rechute. Une fois l'abbaye choisie, tout s'est déroulé très vite. J'ai d'abord réfléchi aux moyens d'arriver là-bas, car Sénanque est situé dans le creux d'un vallon du Vaucluse. À moins de venir en voiture, les derniers kilomètres se font forcément par des petits sentiers escarpés, serpentant dans la montagne depuis le village de Gordes qui domine la vallée. Et je voulais absolument tout faire en bus, à pied et en sac à dos. Enfin, avec un sac à dos.
Depuis Paris, il fallait d'abord me rendre à Avignon, puis prendre 2 bus en rase campagne, et avec seulement 2 bus circulant par jour, je ne devais surtout pas me rater sur les correspondances. Si tout se déroulait bien, j'aurais un bus le matin et une escale pour déjeuner sur le site antique classé de Pont-Julien avant de prendre la correspondance avec le second bus dans l'après-midi. Il faudrait compter une journée de voyage avec réveil à 3h30 du matin pour réussir à avoir le second bus et avoir encore le temps de faire une randonnée jusqu'à l'abbaye qui ferme ses portes à 16h pour la tombée de la nuit. Le site de Zoobus m'a fait quelques petites blagues. Ah, voici le plan. Oh, moi, je comprends rien. Si, attends. Le guichet 1 est au rez-de-chaussée, couloir de droite, en entrant. Avant que je trouve enfin la solution. Comme je prévoyais de partir un 15 août, et j'avais donc quelques doutes sur la fiabilité des horaires, j'ai pris le temps de bien vérifier que tout soit ok avec un agent par téléphone, car je suis une personne très organisée. Dès que j'ai pu valider la faisabilité du trajet, j'ai envoyé un mail à l'hôtellerie pour réserver mes dates pour le mois suivant, en espérant qu'ils aient encore des places, car oui, c'est recherché. Quelques jours plus tard, j'avais ma confirmation. Je partais donc vers l'inconnu la 2e semaine d'août. Je vous passe le détail de tout ce que j'ai eu à terminer entre contrats et autres joyeusetés pour partir la plus sereine possible. Après avoir bouclé mon sac à dos, les dents, un Xanax et au lit. Putain, ça pique. Là, le programme, c'est que j'aille en 30 minutes à pied à la gare de Lyon, où je prends un train jusqu'à Avignon. Et à Avignon, je prends un petit train jusque dans le centre d'Avignon. Je crois que c'est pas un petit train, je crois que c'est un... Comment vous appelez ça, vous? Bref, une navette. Et de là, je vous raconterai la suite plus tard. Peace. Que viva la noche, la 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 la, que viva l'amour. C'est bon, je suis sur le bon chemin. Tu vois ce que je vois? À part ce retard de train, jusque-là, tout s'enchaîne très bien. J'ai eu peur du coup de rater le seul bus du matin, mais comme il fallait l'attendre à l'origine 1 heure et que mon train avait presque 1 heure de retard, par chance j'ai pu attraper le bus à 5 minutes près, sans poireauter, pour son départ. Du grand luxe. Après 2 heures de trajet où tout roule, je descends donc à Pont-Julien et salue le bus comme dans un livre pour enfants, puis je me dirige vers les ruines pour un peu de tourisme sur ma pause déjeuner, en attendant la correspondance. Et là, catastrophe. Je réalise que j'ai oublié ma chachka dans le bus. Oui, ma chachka, mon sabre d'entraînement cosaque en bois. Comme j'étais déjà dans un drôle d'état d'esprit un peu hippie, sûrement pas aidé par la chaleur et la faim, alors j'ai rationalisé en me disant « C'est un signe, il faut déposer les armes. » C'est vrai ça, contre quoi tu te bats? Je me dirige vers les ruines du pont en battant la campagne. Il y a quelques touristes qui finissent par repartir en voiture. Mon déjeuner est chaud et immangeable, mais j'ai les ruines rien que pour moi, et la vue est belle. Ce pont est daté de l'an 3 avant notre ère. Ça me fascine. Après 1 heure, je réalise que je vais être en rade de batterie. Si vous suivez depuis un moment la chaîne, vous savez que je filme tout avec le même téléphone depuis 2020. C'est une plaie et avec la chaleur, il se décharge à toute vitesse. Or, j'en ai besoin pour m'orienter jusqu'à l'abbaye après avoir pris le second bus. Eh ben non, quelle question, j'ai évidemment pas de plan imprimé. J'ai encore 1h30 d'attente, bref, il faut absolument que je le recharge. Je décide de me diriger vers le hameau le plus proche pour squatter une prise et tombe sur un couple qui bricole dans leur jardin. Je leur propose un coup de main en échange d'un coin d'ombre, mais face à leur refus, je vais arpenter la campagne en quête de boris, ces petites cahutes de berger en pierre plate typiques de la région. Je me prends un peu pour Manon. Je laisse mon téléphone chez eux à charger, je suis tellement déconnectée que j'ai juste envie de tout lâcher, avant même d'être arrivée à mon objectif en fait. Je me rends compte qu'il commence dès maintenant. Et je crois qu'au fond, j'ai l'espoir secret de le perdre, ce téléphone, dans la continuité de ma chachka.
Je marche 30 minutes sur le macadam brûlant, le ventre vide avec ma tête de frangipane ravie, et je finis par apercevoir une magnifique maison à être dans un pagnol avec une chapelle privée et une belle fontaine en pierre. Manque de bol, on m'indique que le monsieur est à la ville pour le 15 août, mais ça ne fait rien, je suis gagnante d'avoir vu cette oasis de verdure et plonger mes bras jusqu'à l'épaule dans l'eau de source, les têtards et les salamandres. Je redescends. La dame chez qui j'ai laissé mon téléphone est inquiète pour d'eux et me dit que si je n'atteins pas mon objectif, je peux l'appeler et ils pourront toujours me défaire un clic-clac. Je remercie mais repars immédiatement car j'ai une mission et surtout je n'ai pas vu le temps passer. J'ai à peine 10 minutes pour rejoindre l'arrêt de bus pour ne pas rater le seul qui passe de l'après-midi. Je sprinte avec le feu aux pieds et mon énorme sac à dos, j'ai l'air aussi gourde que celle que je viens de remplir. J'arrive enfin, essoufflée, mais de bus, point. Et j'ai peur qu'il soit passé en avance et l'avoir raté. Des gens me demandent si j'attends aussi le 917. Un autre bus de passage nous indique que le 917 est annulé, car on est, je vous le donne en mille, le 15 août. Et dire que j'avais anticipé ce que je fais jamais, tu parles qu'il n'y avait pas de bus 917 un 15 août, que je l'aurais parié. Je suis bonne pour l'autostop, je crois que ça me fait kiffer. Je monte avec une prof de yoga qui vient de déposer son fils à l'arrêt de bus et repart avec moi, tu parles d'un cadeau, dans une voiture de sport qu'un ami lui a prêtée. Après 30 minutes à raser le sol dans son bolide climatisé, je réalise qu'on se dirige dans la direction opposée de l'abbaye, et il y a apparemment 2 bleds du même nom. Elle fait demi-tour et me dépose à la case départ. Honnêtement, c'était un peu trop confortable. Évidemment que je faisais fausse route. Pouce levé, je commence ma grande randonnée. Honnêtement, dans de bonnes conditions, je pourrais tout faire à pied, mais il est 13h, la chaleur est atroce, pas manger, pas de carte, une batterie limitée, et ma gourde n'est pas isotherme. Une bonne partie du chemin longe les départementales et personne ne va dans ma direction. En même temps, une abbaye, quelle idée. Et c'est assez impressionnant de voir à quel point, statistiquement, les gens ne s'arrêtent pas. Je sais pas, ils ont peut-être peur ou peur de me faire peur, les pétachous. Et l'espace d'un instant, tu penses à ceux qui attendent un regard toute la journée. Alors le mieux d'ici, vous suivez les baffes, et normalement ils sont au bout là. Je vous accompagne pas, m'en voulez pas. Je vais rester ici et réfléchir un peu. Finalement, après plusieurs échanges infructueux au-delà des vitres baissées, je trouve ma place dans un monospace pour un bout de chemin. Il y a un siège auto à l'arrière et le gars me dit qu'il faisait lui aussi de l'autostop dans le temps. Que les gens savent pas ce que c'est, ils regardent trop de séries. Oh ça va, je sais bien ce que vous pensez. Il me dépose à mi-chemin, c'est déjà ça, et me voilà au milieu d'un village un peu plus passant que le rond-point où j'étais, en pleine pampa. Aucune zone d'ombre dans ce carrefour, je crame pendant 1 heure avec mon eau chaude et même pas un sachet de thé. Et où sont McFly et Carlito quand on a besoin d'eux? Faut scripter à l'avance, c'est ça? Bonjour, comment vas-tu? Énorme. Est-ce que tu veux qu'on t'accompagne quelque part? J'ai jamais vu un jeune homme aussi beau. C'est parfait. Ah, c'est complexe, j'ai pas le droit. Normalement, j'ai pas le droit de... Ah bah non, mais attends, mais t'es un scout? Ouais, exactement. C'est quoi? Incroyable que je vous croise là, incroyable. C'est quoi le drapeau là? Ça, c'est mon staff, les gars. J'observe que plus mon sourire est ridiculement expressif, plus les gens s'arrêtent. Comme dans la vraie vie, quoi. Personne détecte la fraude. Finalement, une voiture de sport s'arrête, décidément, et franchement, je crache pas sur la clim. C'est un patron d'hôtel dans le coin, il m'apprend que Gordes, le village au-dessus de Sénanque, a été élu plus beau village de France par la presse américaine, et que cette année donc, le tourisme explose. Après tout, au Moyen-Âge, les abbayes, malgré leur isolement, étaient souvent assaillies de toutes parts de pèlerins et de marchands qui inévitablement les suivaient pour vendre tourtelettes et bondieuseries. J'observe par la fenêtre que ça grimpe affreusement sur la dernière ligne droite pour atteindre le sentier qui redescend dans la vallée vers l'abbaye, donc franchement, ça valait bien la masterclass sur l'arrosage de nuit des pelouses de l'hôtel pour que les clients ne se crament pas les pieds sur la terrasse de la piscine. Il me dépose dans le village. C'est pas mal. La gendarmerie nationale, oui, c'est un contrôle. C'est pour savoir, la pelouse. Ah, mais ma foi, par forcerie, tout est possible. Ça y est, il est presque 16h pour la dernière ligne droite dans la montagne. Vous voyez cette colline là-bas? Eh ben allez voir là aussi, j'y suis. Je suis si proche du but. J'ai trouvé les broussailles ou le petit chemin. C'est là que je vais. C'est là. Ok.
Ah ouais. Ah ouais, genre c'est un chemin de croix. On m'appelle Christ. Jésus-Christ. Oh, c'est trop stylé en vrai. Allez, on range ça. À toutes. En vrai, faut la mériter cette route. Hein. Je suis bien équipée, tout va bien. C'est trop beau. Je galère déjà sur la caillasse. Dans la vallée, oh, de Dana, dalilala. Vous entendez? Exactement. C'est ça qui est bon. Ah ah! Viens! 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 Non! Non! Je vais pas aller là! À la lumière! Vite! Ils y allèrent. Et ils marchèrent. Ils marchèrent. Bon. On fait un Mel Gibson ou quoi? 3 km à pied, ça use, ça use. En plus, j'ai zéro endurance dès qu'il y a de la caillasse et que ça grimpe ou ça descend. Traverser le Sahara occidental en ligne droite, y a pas de souci. Mais les montées et les descentes, ça m'enchèvre. On ne pas se faire écraser dans le virage. C'est ici que nos chemins se séparent, jeune Frodon. Ça vous épate, hein? Bon, clairement, j'ai explosé mon quota de vanne avec la fièvre et en tournée en boucle. Ce clocher blanc, c'est indescriptible. Je devine juste le sentiment et l'émotion des pèlerins qui, comme moi, faisaient ce trajet depuis la montagne pour rejoindre l'abbaye. Et surtout, imaginez ces moines, du XIIe au XXIe siècle, qui ont fait ce trajet pour ne plus jamais repartir. Je vous raconterai leur histoire dans cette vidéo. En arrivant, je rêverais juste d'un sirop là. Et je tombe sur un distributeur. Il y a une énorme boutique à touristes. On m'avait prévenu qu'il y avait beaucoup de touristes l'été. Heureusement, je vais passer de l'autre côté de la barrière d'ici quelques minutes. Pas d'offense. C'est les vacances. Par contre, on peut pas voir la dernière goutte parce qu'avec le sac à dos, ça marche pas du tout. C'est hyper bien packagé. Oui. Vas-y, mets-toi en mode avion. Commence pas à me Bientôt, je serai derrière cette grille. Ah, 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 ah. Et c'était un piège, bien sûr. L'entrée des moines n'est pas l'entrée des visiteurs. Qui vont faire tout le tour, évidemment. Mais j'ai pris un oasis. Ok, j'arrête. Entrez, amis. Ah. Arrivé à l'entrée des hôtes, j'attends une demi-heure face à la grande porte qui ne s'ouvre pas. Je m'adosse dans l'ombre, contre la grande pierre blanche qui conserve la chaleur du soleil, réconfortante et vertigineuse, cerveau et corps à l'abandon et ouverte à l'inconnu de la semaine à venir. Probablement aidé par la fatigue physique, ayant peu bu et mangé, mon cerveau vidé, tout prêt à capter la nouveauté telle l'éponge dans une tête d'enfant. Finalement, un couple rejoint aussi la porte de l'hôtellerie et me sort de mon demi-délire. Je reconnais sur leur peau les stigmates mythiques de Razouk, descendant d'une famille de tatoueurs historiques à Jérusalem, rapportés par ceux qui ont fait le pèlerinage en Terre Sainte. La porte s'ouvre enfin, tout s'enchaîne assez vite, on m'indique ma chambre et l'heure du repas, ma petite cellule de moine toute blanche, un lit simple, un bureau et une chaise, le drap rêche et la vue splendide. J'ai dormi 3 heures, imperturbable, dans le silence rythmé par les claquements de porte, comme le tic-tac sans règle d'une pendule hors du temps. Pour le repas, tout le monde attend en silence devant le réfectoire.
Le frère hôtelier, celui qui a le plus de contact avec le monde extérieur, fait le service, aidé par les arrivés d'il y a quelques jours qui ont déjà compris le fonctionnement. Les nouveaux se font servir, et puis on servira quelqu'un demain quand on sera vieux d'un jour. Le repas se déroule en silence, avec un fond de radio. On découvre des visages, jeunes, vieux, détendus, fatigués, tout le monde est anonyme. Chacun avec son histoire, personne ne vous questionne. Puis tout le monde débarrasse et fait la vaisselle en commun, on échange des sourires et chacun repart faire sa vie. Ça me rappelle les fois où j'ai voyagé dans des pays où il y avait une barrière de la langue. L'humour dépasse le langage. On se reconnaît entre personnes avec qui on pourrait sympathiser, mais on sait que demain, cette personne sera peut-être partie et remplacée par une autre. On profite juste du moment, sans favoritisme. Il y en a qui disent que les abbayes sont une planque pour les introvertis, les neuroatypiques, les marginaux mis au banc par la société et les désabusés. Je pense qu'il y a de ça. Ça me plaît bien. Ah oui, j'ai pas précisé. On est en zone blanche, donc il n'y a pas de réseau. Aucun. Pas une barre. Même pas la France de la Edge. Pour ma première soirée, je suis allée me promener dans le parc pour repérer un peu les lieux et les sentiers possibles pour mes randonnées. C'est quoi ce bruit? Des blaireaux? Des chevreuils qui s'engueulent? Une autre espèce de blaireau? Hello? What? You really wanna know? Fuck you! Fuck you! Je m'attendais à tout instant à voir Depardieu débouler pour un reboot du Nom de la Rose. Je me rends vite compte qu'en fait, le seul moyen d'accéder au rando, ce sont les mêmes sentiers hyper escarpés en caillasse. Vraiment, cet endroit est fait pour que vous y restiez. Ouais, ça fait un peu Midsommar. Pour l'instant, je me sens totalement en harmonie avec les lieux, c'est exactement ce que je recherchais. Il y a juste une chose qui me chafouine, j'ai l'impression que la partie médiévale dont fait partie le cloître n'est accessible que lors des visites guidées, et que le reste du temps, il est privatisé pour les moines. Le parc où les hôtes peuvent se promener se trouve en effet au-delà de ce qu'on appelle la clôture, qui sépare les moines du monde extérieur. J'ai bien peur que le Graal historique que je recherchais ne soit pas en libre accès. Ça m'apprendra à choisir une abbaye pour son apparence. Je vais me coucher, confiante dans l'idée que rien ne va se dérouler comme prévu et que je vais devoir capituler. Je suis au lit à 21h, car cette nuit, je n'ai pas prévu de dormir. Rappelez-vous, les abbayes suggèrent de participer à au moins un office par jour, et il y a traditionnellement 7 offices. Les vigiles, les laudes, la messe, sexte, nonnes, les vêpres et complis. Et comme je souhaite rompre avec le quotidien au maximum, j'ai prévu de participer aux offices des vigiles, à 4h du matin, 5 fois de suite. En vrai, j'ai toujours été un oiseau du crépuscule. J'aime bien ce silence au creux de l'obscurité. Je trouve ça mystérieux et ça favorise ma concentration, quand il n'y a plus de perturbations extérieures. Je vois ça comme un challenge pour me lever tôt et me coucher tôt pendant une semaine, pour essayer autre chose. J'ai envie de profiter du fait que je me sois levé tôt pour le voyage et continuer sur ma lancée. 4h sonne au clocher. C'est parti. Je m'habille et sors à pas de loup dans le couloir en veillant à retenir la porte pour qu'elle ne claque pas. Et là je m'arrête interdite, car la porte de la chambre voisine s'est ouverte, je m'y attendais pas. Et c'est une des nouvelles arrivées, j'arrête pas de me retrouver à côté d'elle, à table, pour la vaisselle, dans le parc. Apparemment on est aussi voisines de chambrée, et les deux seules qui ont choisi de suivre l'office des vigiles. Elle me salue de la tête avec un sourire tranquille, comme un signe de ralliement. Je la rejoins et nous marchons côte à côte dans la nuit. Elle semble connaître les lieux. D'après ses habits, je devine que c'est une religieuse laïque, c'est-à-dire qu'elle suit les codes d'un ordre religieux, mais sans appartenir à une communauté. On ne parle pas. Je descends les escaliers avec elle, dans ses pas. Sans elle, j'aurais eu du mal à trouver mon chemin dans ce dédale vers la chapelle. Elle ouvre une lourde porte en bois que je n'avais pas repérée, active la clenche et me fait signe de la précéder. La porte s'entrouvre sur un long couloir, dans lequel je m'engouffre. Je distingue au bout une autre grande porte en bois, entrebâillée, qui laisse apercevoir le ray d'une lumière vacillante. J'ai l'impression de rejoindre une société secrète. Ma compagne semble s'amuser de mes yeux de gobie. Ce n'est clairement pas sa première année ici. Elle me devance finalement pour me laisser profiter du spectacle,
car je suis dans le cloître. Le même cloître médiéval que je croyais finalement inaccessible. C'est absolument magique, c'est indescriptible. Franchement, faut le vivre pour le comprendre. C'est comme si en passant cette porte, j'avais franchi un couloir temporel, 9 siècles en arrière. Tout est statique et le temps est comme suspendu. Dans l'obscurité, il n'y a vraiment rien qui pourrait vous rappeler que vous êtes au XXIe siècle. Les vigiles vont commencer. Je me dirige vers la chapelle où ma guide noctambule a déjà disparu. 6 moines, en bure blanche et scapulaire noir, se tiennent 3 par 3 de part et d'autre de l'autel. Le plafond, haut, blanc, illuminé comme un plein jour. Ils ont entre 35 et 85 ans. Seulement 6 hommes, venus s'isoler ici, chanter, prier, faire les tâches quotidiennes, comme les frères d'une même famille qui s'entraident et partagent le quotidien dans la simplicité. Une pipistrelle descend du mur. Je distingue parfaitement sa démarche mécanique sur le plafond blanc, ses crochets s'agrippant K1K à la voûte avant de se précipiter en vol plané au-dessus des cantiques. Imperturbables, les frères sont habitués à ce petit manège qui tournoie dans les airs, gobant les moustiques et apportant ainsi sa petite touche d'entraide fraternelle à la communauté. Le lendemain, je décide de faire la visite guidée. Je suis tellement venue sur un coup de tête que j'ignore tous des lieux où j'ai demandé asile et j'ai absolument pas pris le temps de me renseigner. D'ailleurs, j'aurais même pas su par où commencer, mais ce regard neuf et ignorant de tout me semble la meilleure chose qui soit. Comme je suis baignée dans l'histoire par mon métier et que celui-ci, par essence, demande constamment de remettre en question ses connaissances, j'ai toujours eu cette notion de rien savoir, mais d'avoir tout de même une certaine quantité de codes de référence généralistes. Pire encore, l'approche éthique de la conservation-restauration à laquelle nous prêtons serment demande que nos interventions sur les objets puissent être entièrement retirées si elles sont jugées finalement néfastes dans quelques mois, 10, 50 ou 100 ans. La science dans cette discipline étant soumise à de nombreux paramètres parfois difficilement prédictibles. Et tout ceci exige une humilité qui n'est pas toujours simple à concilier avec le sang-froid requis pour tailler au scalpel, mais aussi une humilité qu'il faut concilier avec l'estime de soi-même, surtout quand le travail en indépendant tend déjà à prendre toute la place sur la vie privée et présente le risque de s'effacer dans la négation en tant qu'individu. D'une certaine manière, j'ai toujours vu la pratique de la conservation-restauration comme assez proche de l'ascèse que demande une vie monastique. Ceci étant dit, j'ai conscience que c'est ma vision des choses, et c'est un sacrifice que nous ne sommes pas tous appelés à vivre, ni nécessairement de façon absolue, ou toute sa vie. Vivre au milieu d'une abbaye, au milieu de personnes qui trouvent volontairement la joie dans ce dépouillement, m'a confronté plus fort que jamais à la notion de ne rien savoir, et que la vie est un apprentissage quotidien du monde et de notre place dans ce monde. Encore un concept qu'on trouve dans ce métier. L'humilité vient notamment du fait que quand on touche un objet, en théorie, on prend conscience de notre place dans une chronologie, puisqu'on va laisser une marque à tout jamais sur un objet qui a existé bien avant nous et qui existera dans le futur également. Et tout ça m'a toujours renvoyé très fortement l'idée que lorsque je crois avoir compris quelque chose, en réalité, je n'ai fait que la toucher du doigt. Même si je passe 100, 200, 400 heures sur un objet, je ne suis jamais qu'une rencontre de quelques secondes sur l'échelle de vie et de temps de cet objet. Et justement, ça fait réfléchir à l'impact que l'on laisse derrière soi. Ça me fait penser à une citation de l'autrice Cécile Coulon. « Que voulez-vous faire de vos derniers jours sur la Terre ? Est-ce que vous laisserez la maison dans un meilleur état que lorsque vous l'avez achetée ? Est-ce que vous laisserez vos êtres chers dans un meilleur état que lorsque vous les avez aimés ? » À l'approche de cette visite, j'avais donc 1000 questions et j'étais avide de réponses, comme un nourrisson qui pose les yeux pour la première fois sur le monde qui l'entoure. Qu'est-ce qu'on donnerait pas pour avoir su hier quoi faire ? Pour la visite, il faut refaire tout le tour par l'entrée du public, d'où on accède par une autre porte au cloître et aux autres espaces du monastère. Un mois plus tôt, il y aurait eu toutes les lavandes autour de l'abbaye, ça aurait été magnifique, mais elles viennent juste d'être coupées. Bon, honnêtement, c'est pas plus mal, parce qu'en juillet, il y a toutes les influenceuses qui se lavent squat dans les champs, et évidemment que je l'aurais fait. Bon, ça va, je suis pas une sainte non plus. La visite débute dans des salles aménagées avec une muséographie de haut vol, des maquettes précises qui montrent comment l'abbaye a évolué au fil des siècles, un arbre généalogique impressionnant sur tout un mur qui montre toutes les maisons-filles de Cîteaux et la place de l'abbaye de Sénanque au sein de cette communauté d'abbayes cisterciennes, j'en parlerai plus tard. L'abbaye de Sénanque a été fondée en 1148 près de la rivière la Sénancole, d'où elle a tiré son nom. La rivière et la vallée permettent l'approvisionnement en eau pour l'usage quotidien, les cultures et la pêche.
Aujourd'hui, il ne s'agit plus tout à fait d'une abbaye, puisqu'il faut au minimum 8 moines pour constituer un monastère. Les 6 moines de Sénanque sont donc rattachés à une autre abbaye. Ils se réunissent néanmoins au chapitre, cette salle, où une fois par semaine, comme dans un petit tribunal, ils règlent les conflits internes et prennent les grandes décisions, ou les décisions du quotidien d'ailleurs, d'où vient l'expression « donner sa voix au chapitre ». L'idée, c'est que le conflit sera résolu dans cette salle et qu'on ne reviendra plus sur le griffe évoqué. Face à l'entrée à l'extérieur, la seule figure anthropomorphique de toute l'abbaye grimace, le diable, rappelant à chacun qu'il n'est jamais loin. Le cloître de style roman est constitué de colonnes surmontées de chapiteaux décorés de feuillage. La voûte est en berceau brisé, donc plutôt gothique, alors que le reste du monastère est plutôt roman. Le cloître a toute une symbolique absolument passionnante, comme les colonnes géminées, doubles, qui viennent représenter la double nature du Christ en tant qu'homme et Dieu. La guide étudiante en histoire est absolument passionnante et connaît son sujet sur le bout des doigts. Elle agrémente les données chronologiques avec la petite histoire du quotidien à l'abbaye de Sénanque, comment les moines faisaient leur pain, mangeaient les légumes du potager. Ils avaient aussi des œufs et du poisson grâce à un vivier. Seuls les malades mangeaient de la viande, l'occasion de tuer une poule. Ils avaient sans doute du bétail pour faire des produits laitiers et maintenir l'autarcie jusque dans l'habit, en filant et en tissant la laine eux-mêmes. Et encore aujourd'hui, il y a 2 chats pour veiller au grain, enfin plutôt veiller aux souris et tenir compagnie aux moines qui ne produisent de toute façon plus le pain. Aujourd'hui, l'abbaye de Sénanque est surtout spécialisée dans la production de produits issus de la culture de la lavande, et la plupart des étapes sont sous-traitées à des laïcs, mais il y a quand même un frère apiculteur qui fait la récolte du miel de lavande. Ainsi, la tradition de la règle de Saint-Benoît, ora et labora, prie et travail, est au cœur de la vie cistercienne et elle est observée fidèlement par les moines aujourd'hui qui ont chacun une activité manuelle attitrée. On dit souvent que le repas se prend en silence, mais c'est pas tout à fait correct. Dans la tradition monastique, on ne parle pas à ses voisins, mais un moine fait la lecture pour les autres, l'idée étant de nourrir l'esprit et le corps tout à la fois. Cette tradition est toujours observée aujourd'hui, où les repas sont rarement pris dans le silence complet, c'est le moment d'écouter les nouvelles à la radio, ou de la musique ou autre. Sachant que tout le reste de la journée, à l'exception des offices, se fait déjà en silence. La semaine où j'étais là, on a eu plusieurs jours de suite une émission d'histoire sur la guerre de Crimée, puis sur les conflits du canard de Suez, ce qui ne semblait pas avoir été laissé au hasard. Sacré frère, tiens. Au départ, les moines dormaient dans cette grande salle au-dessus de l'église. Ainsi, l'accès était très rapide pour la prière. Par contre, vous pouvez imaginer le froid de gueux qu'il y faisait. Les moines dormaient directement au sol, où on distingue encore les motifs qui délimitent symboliquement leur couche. Plus tard, des cloisons en bois seront installées sur ces tracés pour procurer un tout petit peu d'intimité et surtout tenir un peu plus chaud à l'abri des courants d'air. Au plafond de la même salle, on aperçoit une grande fissure qui a été stabilisée mais garde la mémoire du séisme de 1909 qui a fait disparaître la rivière Sénancole. En fait, la terre l'a carrément engloutie. Ce qui est assez déconcertant quand on sait que les abbayes cisterciennes sont traditionnellement construites auprès d'un cours d'eau et que c'était une des raisons de construire cette abbaye au creux de la vallée. Sur les murs, comme des notes de musique qui montent de l'église, on trouve 2500 signes, dont 50 différents. Ce sont des marques de tâcherons. La signature des ateliers de tailleurs de pierre qui leur permettait d'être payés, probablement plutôt au lot qu'à la pierre. On peut retrouver ces marques sur de nombreux bâtiments, mais elles sont bien souvent cachées dans le mortier. Là où c'est intéressant, c'est qu'à l'abbaye de Sénanque, on a choisi de les laisser visibles, ce qui est assez atypique quand on sait que l'architecture cistercienne se veut la plus dépouillée possible de décors. Au-delà des chapiteaux sculptés du cloître, les marques de tâcherons sont les seuls décors de toute l'abbaye de Sénanque. Après avoir visité le cloître de jour, avec les touristes, j'étais déterminée d'y retourner toutes les nuits quand il serait libéré de son brouhaha pour visiter chacun de ses recoins et utiliser les mots qu'on m'avait donnés pour dialoguer avec les murailles. Mais qui sont les moines cisterciens ? Si l'abbaye de Sénanque n'a plus de bibliothèque historique, en revanche, elle a une excellente petite bibliothèque, très bien fournie, accessible aux hôtes et aux moines, avec évidemment des livres de théologie, mais aussi des livres profanes, par exemple sur l'histoire ou l'histoire de l'art.
Après la visite guidée, j'étais avide d'en savoir plus sur l'endroit où je me trouvais. J'ai donc passé quelques heures à la bibliothèque afin de consulter notamment 2 ouvrages. Les cisterciens, moines et monastères d'Europe de Stephen Tobin et l'art cistercien de Georges Duby, que je cite car je me suis largement inspirée de ces ouvrages pour réaliser le petit historique qui va suivre, qui va nous permettre non seulement de retracer les origines des ordres monastiques, a fortiori cisterciens, et également de poser les fondamentaux de la naissance d'un art médiéval. Le monachisme catholique, puisque c'est la religion dont il est question, apparaît dès le... Le monachisme catholique, puisque c'est la religion dont il est question, apparaît dès le IIIe siècle de notre ère en Égypte. Dans sa première forme, il s'agit surtout d'ermites, qui se retirent au désert pour suivre au mieux les textes du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est le texte fondateur de la religion catholique, par opposition à l'Ancien Testament qui contient les textes sacrés du judaïsme. Le Nouveau Testament est constitué de 4 évangiles qui transcrivent l'enseignement du prophète Jésus. Sa rédaction commence après la mort du prophète, vers l'an 30. Fin de la parenthèse. Petit à petit, parmi les ermites qui suivent le modèle de Jésus, se distinguent des pères du désert, des ermites qui vont rassembler autour d'eux des adeptes, certainement grâce à leur charisme et un goût pour l'enseignement. Ces guides spirituels vont commencer à instaurer des règles de vie communautaires, comme on le voit dès qu'une opportunité de se faire d'une micro-société se forme, pour que chacun trouve sa place dans le groupe. On appelle ces ermites vivant en groupe les cénobites, qui sont en quelque sorte la version primitive du moine dans son abbaye de moines. On attribue à Antoine le Grand la structuration du premier monastère connu dans la région de Gaza autour de l'an 307. Mais c'est un soldat romain converti, Saint Martin, qui va fonder le premier monastère en Occident vers 363 près de Poitiers. Plusieurs monastères vont suivre, instaurant chacun leur propre règlement intérieur. Presque 100 ans plus tard débute la longue période que l'on appellera le Moyen-Âge. C'est à l'aube de ce chapitre historique, vers 490 en Italie, que l'ermite Benoît de Nursie fonde un monastère et rédige un texte fondateur pour l'histoire des ordres monastiques, la règle de Saint Benoît. Il y décrit un idéal de vie partagé entre prière et travail manuel. Un concept tout à fait nouveau pour la jeune société médiévale qui a encore une vision très négative du travail manuel hérité de l'Antiquité. Notons que les moines choisissent librement leur abbé, c'est-à-dire le père de l'abbaye, comme les premiers ermites qui se rassemblaient déjà autour d'un père du désert ermite pour devenir des communautés de cénobites. C'est cela, oui. Durant plusieurs siècles, des communautés vont continuer à se créer dans des monastères en suivant plus ou moins les mêmes règles, mais tout en restant indépendantes les unes des autres. Faisons à présent un grand bond dans le temps pour arriver à un autre événement majeur dans l'histoire des ordres monastiques. Nous sommes cette fois au IXe siècle, oui ça décoiffe, quand Charlemagne puis son fils Louis le Pieux vont rallier les nouvelles communautés en les enjoignant à suivre la règle de Saint Benoît. De la sorte, par impulsion politique, les communautés commencent à se rassembler en suivant la même règle de vie et l'ordre bénédictin devient le premier ordre le plus répandu en Occident. Entre le 9e et le 10e siècle, les raids normands se multiplient, tandis que la royauté est affaiblie et disputée entre les grandes familles royales, toujours en train de se taper dessus, celles-là carolingiens et robertiens, ancêtres des capétiens. Et je crois qu'il est toujours utile de rappeler qu'à l'époque, les régions que nous connaissons aujourd'hui ne s'appellent toujours pas la France. C'est alors un territoire morcelé en diverses principautés, Anjou, Bourgogne, etc. Guillaume, un aristocrate franc, futur duc d'Aquitaine, tiens voilà une région, va se distinguer par ses actions et étend progressivement sa principauté sur un grand nombre de régions. Il maintient ainsi son emprise sur l'Église, qui, rappelons-le aussi, a une forte influence sur les populations. En 909, afin de renforcer ses alliances politiques, Guillaume lègue des terres en Bourgogne pour y fonder un monastère bénédictin, l'abbaye de Cluny. Il décrète que cette abbaye n'aura d'autre autorité que celle du pape, une astuce pour assurer son indépendance vis-à-vis du pouvoir local.
Ainsi sont posés les premiers jalons d'un nouveau monachisme étroitement lié à Rome. En effet, Cluny est sur un territoire qui ne dépend ni de la suzeraineté de l'empereur, ni du roi des Francs. Et vu la faiblesse de la papauté au Xe et au XIe siècle, il est assez clair que c'est le pape qui dépendra des moines plutôt que l'inverse. Autrement dit, l'abbaye peut s'autodédier toutes ses productions sous le prétexte de donner à Dieu, et comme l'abbaye reçoit en don de nombreuses terres cultivables, elle s'enrichit rapidement. Vignes, vergers, prés, bois, pêcheries, cours d'eau, fours, pressoirs, moulins, fermes avec leurs serres, églises et chapelles, dîmes et autres aumônes. S'étendant d'Arles-la-Balle, le vaste royaume de Provence, Bourgogne, du Dauphiné et des monts du Jura jusqu'au littoral de l'Atlantique en passant par l'Auvergne. Cluny frappera même sa propre monnaie. C'est à croire qu'elle se prend pour le siège de la papauté. Comme dit l'adage, partout où le vent vente, l'abbé de Cluny rente. En l'espace de 2 siècles, Cluny va s'imposer comme une influence immense sur l'Europe de l'Ouest, grâce à sa position géographique, mais aussi grâce à une succession d'abbés très compétents. Cluny fonde de nombreuses abbayes-filles, c'est-à-dire des congrégations avec chacune un abbé qui obéit à l'abbaye de Cluny, atteignant au XIIe siècle un réseau de 1200 abbayes-filles réparties à travers l'Europe. Les 2 traits principaux du monachisme clunisien, en dehors des affaires quotidiennes, sont son approche de la liturgie et son développement artistique. Au début du XIIe siècle, Pierre le Vénérable, alors l'abbé de Cluny, témoigne d'un bond dans le développement de l'art roman à Cluny, en accord avec la théorie clunisienne qu'aucune dépense ne doit être épargnée pour décorer la maison de Dieu. L'église abbatiale de Cluny est chatoyante de couleurs grâce aux peintures murales, mais aussi aux chapiteaux des colonnes fourmillant d'un bestiaire se contorsionnant en tous sens, au sol des carreaux multicolores et brillants, et d'un trésor mobilier fait d'or, d'argent, d'émaux et de pierreries. Tout ceci dans le but de provoquer le ravissement et l'extase. Bien que l'église et le cloître aient disparu lors de la Révolution, et que les peintures murales soient presque toutes effacées par le temps, comme c'est bien souvent le cas des monuments de cette époque, on peut s'en faire une idée avec le cloître de Moissac, l'église de la Madeleine de Vézelay ou le trésor de l'abbatiale Sainte-Foy de Conques. Cluny s'étend de plus en plus, son succès faisant la joie et la fierté des uns, convaincus de rendre gloire à Dieu dans toute sa grandeur, mais d'autres voient cela d'un mauvais œil, au point que Cluny s'attire ses premiers détracteurs. On reproche aux moines clunisiens de vivre dans l'opulence et de s'être détachés de la vocation première de la vie monastique. Au final, le moine à Cluny se consacre presque entièrement aux offices liturgiques, délaissant le travail manuel et l'étude des textes, ce qui est contraire à la règle de Saint Benoît. Ça fait tâche dans une des plus grandes abbayes bénédictines. En 1075, un moine nommé Ulrich avoue avec un plaisir à assumer que la majorité de la nuit et du jour sont occupés à prier, ce qui réduit les temps de travail. Dès le XIe siècle, ermites, cénobites, moines de divers ordres et même de l'ordre clunisien reprochent à Cluny de ne pas vivre en accord avec la règle bénédictine. Elle est pourtant claire, la solitude et la simplicité permettent de trouver le chemin vers Dieu. De l'intérieur même du monde monastique s'élève le mécontentement. Au milieu du XIe siècle, le pape Grégoire VII lance une grande réforme, la réforme grégorienne. Il entend redonner à l'Église des valeurs morales. Parallèlement et en soutien à celle-ci, en à peine 3 décennies, des mouvements érémitiques se développent. Il prône un retour aux sources du christianisme, une vie simple, pauvre, retirée du monde, dans le but d'atteindre la perfection spirituelle. L'un de ces mouvements va changer le cours de l'histoire monacale. C'est dans ce bouillonnement qu'en 1098, un groupe de moines pieusement rebelles décide d'abandonner l'abbaye clunisienne de Molesme en Bourgogne pour suivre leur abbé Robert et fonder un monastère en accord avec leur vision épurée de la vie monacale. Mais qui est donc Robert ? On a peu d'informations sur cet homme, mais on peut deviner ses convictions et surtout sa proactivité, qu'on imagine due à un pouvoir charismatique sur ses compagnons. Né vers 1028, Robert entre très jeune dans un monastère et à 26 ans, il est déjà prieur, c'est-à-dire le second de l'abbé. Il est nommé 2 fois dans des rôles à responsabilité et 2 fois il quitte ses fonctions, préférant redescendre en grade plutôt que diriger avec des principes qui ne lui conviennent pas.
Vers 1074, il quitte déjà son monastère avec un petit groupe de compagnons pour fonder un ermitage dans le bois de Collan. Puis, 1 an plus tard, il reçoit une terre. Ils se remettent alors tous en route pour fonder l'abbaye de Molesme, celle-là même qu'il abandonne plus tard en réaction au fonctionnement clunisien. En effet, en à peine 10 ans, l'abbaye de Molesme, victime de son succès, est devenue un petit Cluny. Robert est déçu. Vous commencez à comprendre le personnage. Puisqu'elle est corrompue par sa réussite, l'abbaye ne remplit plus ses aspirations. Afin d'être au plus près de la simplicité, il faut redémarrer tout bonnement à zéro. Mais peut-on réussir une entreprise qu'on ne veut pas voir fructifier et atteindre tout de même son idéal ? C'est ainsi que Robert claque la porte de Molesme pour partir fonder son 3e ermitage près de Riel-les-Eaux. Mais Molesme sans Robert n'est pas Molesme, et ce dernier revient, ne résistant pas aux supplications des moines qui y sont restés. À son retour, il parvient à recréer son idéal à Molesme. Mais les moines se divisent alors en 2 camps, ses suiveurs et les moines qui veulent rester sur le modèle de réussite de l'abbaye. Avec la bénédiction de Robert, un groupe de moines quitte l'abbaye bourguignonne pour fonder un nouvel ermitage en Savoie qui respectera strictement l'idéal de la règle de Saint-Benoît. La charte de ce monastère est rédigée par son secrétaire personnel, un certain Étienne Harding, natif du royaume d'Angleterre. Et Robert se retrouve donc à Molesme avec les moines qui ne correspondent pas à son idéal. La même année, à bout de patience, il rassemble autour de lui Étienne et ses plus fidèles, et part brutalement quérir une audience à l'archevêque de Lyon pour demander la création d'une nouvelle abbaye qui suivra strictement l'observance de la règle de Saint-Benoît. Et pour renforcer ses arguments, il va jusqu'à accuser sa propre abbaye de Molesme de paresseuse négligence envers l'idéal bénédictin. À cette époque, l'Église est particulièrement fière d'elle-même. Le pape Grégoire vient de sortir triomphant de la querelle des investitures où l'empereur du Saint-Empire romain germanique Henri IV s'est humilié devant le château de Mathilde de Toscane à Canossa. Dans les cercles ecclésiastiques, on se dit que c'est peut-être le moment d'enfoncer le clou et lancer sans attendre une réforme qui permettrait de redorer l'Église, surtout que les clunisiens sont de plus en plus critiqués. Une prise en main rapide contrasterait positivement face aux échecs des suzerains et ajoutera de l'éclat au règne triomphal du pape Grégoire. Robert obtient donc gain de cause et il reçoit une parcelle de terre près de Dijon. Un marécage bourbeux et inhospitalier, c'est précisément ce qu'il faut à Robert et ses disciples pour créer les fondations du paradis où ils retrouveront l'état de la grâce divine. Moi j'ai une solution, j'ai trouvé un terrain en bordure de la A14, il y a 2 éoliennes, comme ça ils auront la clim. Ne vous inquiétez pas les gars, on est en terrain inondable. Au prochain orage, on risque de voir flotter de la babouche. L'endroit s'appelle Cîteaux, du latin cistercium, ce qui signifie roseau. Un nom simple et banal, parfait pour l'abbaye mère du mouvement cistercien qui vient de naître avec ses moines idéalistes qui pataugent de bonheur, le sourire jusqu'aux oreilles et la gadoue jusqu'au cou. Confiant en Dieu et en leur talent de paysans, cette nouvelle communauté passe son temps à défricher, planter et vit dans des habitations temporaires. Une vieille chapelle du voisinage leur sert de lieu de prière. Ora et labora, prie et travail. Voilà la maxime des moines cisterciens en accord avec la règle de Saint-Benoît. Mais à l'abbaye de Molesme, pourtant assise sur ses richesses, il manque toujours son trésor le plus précieux, Robert. Il est appelé à reprendre ses fonctions au plus vite et on prévoit même une clause au cas où il déciderait d'abandonner ses fonctions, sa réputation de baroudeur le précédant. Elle ne sera pas invoquée, puisqu'il mourra paisiblement à Molesme, satisfait et rompu d'avoir rempli sa mission divine en donnant l'impulsion au mouvement cistercien. Apparemment, en bon entêté ambitieux qu'il était, ce dernier était plutôt satisfait de retourner à Molesme, et son départ fut vécu comme une trahison par les cisterciens qui mettront près de 100 ans à s'en remettre, abandonnés dans leur caillasse aride par celui qui les avait convaincus de suivre le Christ et combattre Cluny dans le dépouillement de soi. On peut y voir un retour de justice pour les cisterciens qui, confiants d'être des modèles de vertu, sont décrits par certains comme des bénédictins qui ont mal tourné, en abandonnant leurs frères clunisiens. Pire, en les calomniant furieusement, en les accusant de vanité, ils sont eux-mêmes tombés dans un grave péché capital, l'orgueil.